Aujourd'hui, nous aurons le plaisir de recevoir Arnaud Gonina, professeur à la Haute École de Gestion de Genève. Nous aborderons le thème de la recherche et de l'éducation. Quelle formation existe-t-il? À qui s'adresse-t-elle? Et comment faire parler les données de la blockchain? À tout de suite. Qu'est-ce que vous voulez vraiment transmettre en fait en termes d'image et en quoi en fait la blockchain peut révolutionner quelqu'un qui à la base n'est pas du tout de ce domaine? Alors, vous avez utilisé le mot révolutionner, c'est ce que je pense en fait. Il y a vraiment en bon français une force de disruption assez forte. Quelle est vraiment la révolution principale de la blockchain? J'aime bien leur dire que c'est l'unicité numérique. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, parce qu'on parle souvent de décentralisation, de sentir de confiance, tous ces trucs-là. Et moi, j'aime bien leur parler d'unicité numérique. Et l'unicité numérique, c'est tout simple, c'est le fait de pouvoir, contrairement à l'information numérique, on peut la copier à l'infini, sur la blockchain, on ne peut pas le faire. Et ça donne tout un nouveau champ qui n'existe pas auparavant. Alors, on peut le faire d'une façon sans tiers de confiance, évidemment, de côté immuable. C'est des choses qui sont super importantes aussi. Mais ça crée la possibilité de créer un Internet de la valeur, un Internet de la propriété et un Internet de la confiance. Vous menez un projet lié à l'open access de la data, oui. On-chain. Oui. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors, volontiers, parce que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Donc, ayant travaillé la plupart de ma carrière dans le web, j'étais super frustré de ne pas pouvoir accéder à des informations pour analyser ce qui se passe vraiment sur le web. Parce que tout ça, c'est des monopoles, c'est Google, c'est Facebook, Twitter en partie, qui était un peu ouvert avant, X. Et en fait, je vois cette arrivée de la blockchain avec des données complètement ouvertes. C'est la particularité. En tout cas, je parle de blockchain publique. Vous savez qu'il y a 3 blockchains, ouais. Privée, hybride et publique. Celle qui est la plus intéressante, à mon sens, c'est la publique. Toutes ces données sont ouvertes et ça donne un paradigme super intéressant de nouveautés. Mais le problème, c'est que c'est des données, bien qu'elles soient ouvertes, elles sont très hétérogènes, elles sont compliquées à comprendre, à accéder. Et finalement, il y a des acteurs qui sont en train de, comme faisait Google à l'époque, de crawler des sites web. Il y a des acteurs actuellement qui indexent la blockchain, qui sont plutôt des boîtes privées, plus ou moins, et qui créent de l'information structurée de ces données-là et qui la gardent pour des gens qui ont plutôt des accès. Et on sait bien que l'information, c'est la clé de la valeur, du développement. Ça serait des monopoles de traitement et de compréhension sur ces données. Parce que pour autant, cette data reste accessible oui. à qui veut bien s'en charger et qui veut bien prendre le temps de la comprendre. Exactement. Mais en fait, revient à nouveau cet intermédiaire qui, non pas aspire la donnée, mais traite la donnée et lui donne un sens. Si je comprends bien. C'est assez juste. Et au même titre que Google, où les pages web étaient présentes, il n'y a pas de problème. Bon, il y a des technologies à développer, il y a des coûts derrière, il ne faut pas se leurrer. Pareil pour la blockchain. Là, le risque, c'est qu'en effet, seules certaines personnes ont accès à l'information et en profitent. Et ce projet que j'essaie de développer, c'est avec d'autres universités. Donc, c'est un projet européen. On vient de l'obtenir. C'est un projet qu'on appelle Schistera. L'objectif, c'était il y a toujours des thèmes, c'était les données ouvertes. Je résume un peu. Et on travaille avec le Collège impérial de Londres, avec le Polytechnique France, le PFL et donc la HEG, pour ouvrir ces données, les indexer, faire un peu ce que font les autres, mais à destination plutôt des chercheurs. Parce que, et grand public aussi, puisque le grand public peut récupérer les données. Mais l'idée, c'est que mes collègues, moi-même, c'est un peu ma frustration à moi aussi, moi-même, puissions faire des analyses toutes transparentes. Et aussi le risque, il y a un deuxième risque, pour revenir à des monopoles, c'est qu'en fait, si on prend des gens comme Chain Analysis qui font des très bons rapports de prospective, d'analyse de la blockchain globale, on ne sait pas d'où viennent, comment ils peuvent manipuler les données, on ne saurait pas. Donc, en fait, ce que je voudrais, c'est que ces données soient complètement ouvertes et que les métriques qui soient associées à ces données soient uniformes pour qu'on puisse comparer les choses. Donc, ce qui veut dire que c'est commencer à mettre des standards
des règles, des standards qui n'existent à première vue pour l'instant pas, ou dans le cadre seulement d'une blockchain, enfin d'une société Chainalysis dont vous parliez. 2, est-ce que vous pourriez juste donner un exemple de type de data et d'analyse susceptible d'être partagée, utile, en fait, pas pour le plus grand nombre, mais qui a un moment qui impacte, qui peut impacter. Alors, les données sur la blockchain, c'est principalement des transactions, des adresses, des transactions, mais aussi des smart contracts, principalement quelques méta-informations. En fait, toutes ces boîtes-là, elles font déjà des rapports. Il y a des boîtes très bien. DappRadar, ils font des super trucs. Dunian Analytics font aussi des super trucs, des super rapports, des super analyses. Et comme exemple que je pourrais vous donner, après ça dépend de ce qui nous intéresse, on peut faire de l'analyse pour la spéculation, c'est pas ça qui m'intéresse, mais j'aime bien dire que la vérité est dans la blockchain, parce que on peut pas faire mentir la blockchain, c'est immuable, une fois que c'est fait, ça bouge pas. On peut manipuler la blockchain, mais la manipulation restera toujours dans la blockchain. Donc par exemple, il y a l'exemple de manipulation de NFT, le trade washing, où il y a des gens qui ont plusieurs porte-monnaies et qui s'achètent à eux-mêmes les NFT pour les revendre plus cher. Donc, tout ça, j'appelle ça de la manipulation, mais en même temps, ça reste sur la blockchain, vous voyez ? Donc, il y en a aussi qui font exprès de faire des fausses transactions pour montrer que la blockchain est utilisée. Mais ça a des limites parce que ça coûte de faire exécuter des choses dans la blockchain et ça reste. Donc, la vérité, à mon avis, elle reste pas mal on-chain. Vous qui analysez en fait la blockchain régulièrement pour les recherches, comme on l'a compris, dans le cadre académique, qu'est-ce que nous dit la blockchain ? Qu'est-ce que les données que vous voyez dans la blockchain nous racontent sur ce qui s'y passe ? Ce qu'on voit beaucoup sur la blockchain, c'est que la blockchain, son activité vient souvent de la blockchain. Alors, ça va décevoir pas mal de monde. C'est une mise en abîme. La blockchain, c'est un monde fermé, au sens, normalement, où à part si on utilise des oracles pour aller chercher de l'information à l'extérieur, tout se fait à l'intérieur. Mais je dirais plus que ça, c'est-à-dire que si on prend la finance décentralisée, on reste surtout dans la finance décentralisée pour les acteurs de la blockchain et pas pour la finance traditionnelle. Bien sûr qu'il y a des ponts qui sont en train de se construire, mais actuellement, si je prends un exemple, en termes de volume, j'ai regardé les chiffres récemment, le cas en termes de volume, oui, en termes de volume, la catégorie de smart contract ou d'applications décentralisées la plus utilisée, c'est la finance décentralisée, à 99% en termes de volume. Vous voyez, donc l'activité principale sur la blockchain, c'est de la finance décentralisée, avec beaucoup, c'est les échanges, Uniswap, etc. Et puis après, vous arrivez en deuxième cas, c'est à 0,1%, c'est le gaming. 0,1%, c'est les espèces de réseaux sociaux sur la blockchain qui sont en train d'arriver. Alors ça, c'est en termes de volume. C'est pour ça que je vous parle de métriques. C'est super important aussi de comparer les choses. Une autre métrique qui est assez intéressante, c'est le nombre d'utilisateurs qui sont sur la blockchain. Et en fait, on ne parle pas d'utilisateurs dans la blockchain, on parle de portefeuille, parce qu'un utilisateur peut avoir plusieurs portefeuilles. Donc, on regarde le nombre de portefeuilles pendant une certaine période. Une action, donc si une personne fait 10 actions, c'est compté une fois seulement. Et là, on a des nuances plus intéressantes que le volume. Et là, ce qu'on voit, c'est que le gaming, par rapport à DeFi, il a changé. En 2021, le gaming a dépassé la DeFi, en juillet 2021. Et actuellement, on est en utilisateur. En termes d'utilisateurs, ouais. De DeFi, votre CAS s'intéresse à ce phénomène en particulier. On a dit en début d'émission que justement aujourd'hui, nous, depuis Genève, vivons dans un milieu de finance traditionnel. Qu'est-ce que la DeFi vient apporter de nouveau dans ce monde traditionnel et comment en fait les gens de la finance traditionnelle voient en fait ces nouveautés? Qu'est-ce qu'il y a de plus dans la DeFi qu'on ne retrouve pas aujourd'hui dans la finance traditionnelle et qui rend du coup la blockchain intéressante? Alors, c'est assez difficile à dire. Je vais revenir à un de mes intervenants dans le CAS qui s'appelle Pascal Talarida, qui a développé des stablecoins et qui est quelqu'un de brillant,
qui présentait la DeFi à nos participants et qui a tout simplement résumé la DeFi, c'est un protocole. Et c'est un protocole qui est disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Vous n'avez pas de coût de maintenance. Souvent, on oublie, quelque part, alors, si vous avez une infrastructure en banque, vous avez des coûts de maintenance, des ingénieurs, etc. Là, Ethereum, il y a des gens qui font ça pour vous. Alors, ça a un coût, à chaque fois que vous faites des frais de transaction, mais c'est moindre que si vous deviez maintenir une infrastructure. Vous avez des API, voilà, je vais peut-être parler un peu de technique, définir API en 5 minutes. C'est des interfaces pour les gens qui développent des solutions, pour les développeurs, pour pouvoir utiliser les services. Et ça, vous avez ça dans la blockchain et vous pouvez très bien interagir avec les smart contracts. Donc, il faut voir ça comme un protocole et ça va donner des solutions aux banques et aux différents acteurs, sans parler de la tokenisation. Qui, je pense, pourquoi elles sont si réticentes ? Pourquoi sont-elles si réticentes ? C'est pas à moi de répondre, mais comme vous avez dit tout à l'heure, je pense qu'il y a la blockchain, c'est un peu le problème de la mauvaise image, ça pollue, il y a le mal partout. En même temps, c'est pas complètement faux, mais il faut vraiment nuancer tout ça. Quels sont les risques, du coup ? Est-ce que les risques sont plus grands ? On comprend au travers de vos propos qu'il y a une démocratisation, c'est-à-dire, voilà, si les coûts sont décentralisés, les coûts sont moindres, plus d'acteurs peuvent rentrer, en fait, sur ce marché. Mm-hmm. Ça, c'est les avantages. Les inconvénients, c'est les potentiels risques. Peut-être, vous voulez nous en dire un mot ? Alors ça, c'est quelque chose qui me chagrine beaucoup, en fait, qui des fois me démoralise un peu sur tout cet écosystème, et en particulier la finance décentralisée. C'est les hacks de smart contracts, toutes ces choses où les gens perdent beaucoup d'argent. Alors, je ne parle pas de la chute de SBF, Sam Bankman-Fried, mais je parle plutôt des hacks de smart contracts où finalement... Ce qui veut dire un hack de smart contract. En fait, vous avez des failles dans les smart contracts que certaines personnes peuvent identifier, comme un bug quand vous voulez vous connecter à distance sur un serveur. Il existe toujours des failles. Et le résultat, dernier trimestre, selon DappRadar, c'est 701 millions de dollars qui ont disparu. Plus ou moins, parce qu'il y a des accords, des fois, avec les gens qui volent les tokens. Mais c'est énorme, c'est plusieurs milliards. C'est plusieurs milliards sur les 3 dernières années, en fait. Et en fait, ce qui est fou, c'est le fait que c'est un peu les hold-up, du 21e siècle, où tranquillement, depuis chez soi, on peut récupérer 100 millions, on est en caleçon dans sa chambre, derrière son ordinateur. Mais c'est marrant parce que, quelque part, pour revenir sur le Web 2 par rapport au Web 3, on avait identifié que le Web 2 était quelque chose de faillible. On pensait le Web 3 et la blockchain infaillible. On pensait la blockchain intouchable, avec des informations cryptographiées, avec une sorte d'inviolabilité. Et en fait, on découvre que de la même manière, on a découvert ces hacks-là. Comment on peut aussi éviter ça ? Est-ce que vous pouvez travailler ? Est-ce qu'on travaille dans l'autre sens à éviter ce genre de choses ? Alors oui, il y a beaucoup de choses, hein. Mais il faut toujours voir le niveau d'où on se place dans la blockchain. Donc, au niveau de la blockchain, de l'infrastructure, des nœuds, tout ça, si on prend les grands blockchains, Bitcoin, Ethereum, on est relativement tranquille, il n'y a pas de souci. Par contre, au niveau des smart contracts, c'est là où, en fait, il peut y avoir des failles. Et les solutions, actuellement, c'est les audits. Il faut absolument vérifier. Quand on fait sa due diligence, on doit regarder qu'il y ait des audits, qui est derrière. Les audits de smart contract, ouais, c'est très important. Ça ne permet pas de sauvegarder tout, mais c'est essentiel. Arnaud Godina, vous êtes professeur à la HEG. Est-ce que vous préférez les aspects pratiques ou les aspects théoriques ? Alors, si je dois choisir, je vais prendre le pratique, car à la HES, c'est un peu notre spécialité. D'ailleurs, nos étudiants préfèrent le pratique, les ateliers, mais ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas de théorie.